Las Vegas, la capitale internationale du divertissement. Ces casinos sont célèbres dans le monde entier. En coulisses, le spectacle ne s'arrête jamais. Pour faire tourner cette métropole construite en plein désert, des hommes et des femmes montent à des hauteurs vertigineuses et semblent descendre du ciel. D'autres doivent plonger sous l'eau. « 24 heures dans le ciel de Las Vegas » réserve bien des surprises. Comme cette mystérieuse ligne aérienne qui achemine des employés jusqu'à des sites militaires top secrets. Des façades scintillantes qui cachent des échecs financiers retentissants. Et même un parc de camping-cars qui abrite l'un des entrepreneurs les plus riches des États-Unis. Il y a des dizaines d'années, les visiteurs venaient dans le Nevada du Sud pour assister à l'explosion de la bombe atomique. Aujourd'hui, ils passent la journée à jouer, faire la fête ou vivre le grand frisson. Certains font le grand saut de la tour la plus haute de l'Ouest américain. C'est l'une des villes les plus arides du pays. Pourtant, à Las Vegas, l'eau est une attraction à part entière. Et chaque soir, sur les toits de la ville, des milliers de prédateurs nocturnes viennent se nourrir à la lumière des gratte-ciel. Bienvenue à Las Vegas. Las Vegas est la ville aux 1000 lumières. C'est même ici que se trouverait le faisceau lumineux le plus puissant du monde. Mais aucune lumière ne resplendit autant que celle-ci. Quand le soleil se lève au-dessus de Frenchman Mountain, il annonce la fin d'une nouvelle nuit de fête dans celle qui est surnommée la ville du péché, Sin City. Pour ceux qui font tourner la ville 24 heures sur 24, c'est le début d'une nouvelle journée de travail. Ce matin, 2 d'entre eux montent au sommet d'une construction emblématique. L'impressionnante pyramide noire de l'hôtel Luxor. Ces agents d'entretien mènent chaque jour une bataille acharnée contre la poussière du désert. Ils commencent à 6h30, quand le soleil du matin illumine la reproduction stylisée du sphinx de Gizeh, installé à l'entrée du complexe. Ils accèdent à la façade de la pyramide par une ouverture située juste sous le sommet, qui culmine à 106 mètres. Ces ouvriers doivent être solidement encordés pour ne pas glisser jusqu'en bas. La surface vitrée de cette pyramide est d'environ 43 000 mètres carrés. Et comme les panneaux sont inclinés à 39 degrés, ils sont constamment recouverts de poussière. Une fois le nettoyage commencé, il doit être terminé dans la journée, sous peine de laisser une traînée d'eau sale sur la façade de la pyramide. À Las Vegas, la température approche souvent les 40 degrés pendant l'été. Il fait encore plus chaud sur les surfaces réfléchissantes. C'est comme travailler sur un panneau solaire. Alors pour se rafraîchir, ces ouvriers remplissent leurs seaux de glaçons. C'est un éternel recommencement. Après cette première façade, la deuxième doit être nettoyée. Une fois l'intégralité de la pyramide récurée,
Les agents d'entretien n'ont plus qu'à tout recommencer. Dès le lever du soleil, des ouvriers s'activent un peu partout dans la vallée. Ils veillent à ce que le spectacle ne s'arrête jamais. Parmi eux, les électriciens jouent un rôle capital. Sur le gratte-ciel du Mandalay Bay, ce technicien doit remplacer l'un des néons qui rend ce casino si reconnaissable. C'est du 32e étage de cet hôtel que le 1er octobre 2017, Stephen Paddock ouvre le feu sur la foule lors d'un concert en plein air. Cet homme de 64 ans tue 58 personnes et en blesse plus de 500 autres avant de se suicider. C'est l'un des massacres les plus meurtriers de l'histoire américaine. Ce technicien travaille pour l'une des entreprises d'électricité les plus anciennes de Las Vegas. Depuis 1945, elle fabrique les enseignes lumineuses pour les casinos du Strip, le boulevard central de la ville. Les plus anciennes sont décrochées et soigneusement conservées ici, au Néon Museum. Aujourd'hui, il ne faut que quelques minutes à ce technicien pour changer un néon usagé sur la façade du Mandalay Bay. Chaque jour, à Las Vegas, des centaines d'ampoules doivent être remplacées avant la tombée de la nuit. Dès l'aube, il suffit de lever les yeux pour apercevoir des électriciens en équilibre sur les casinos et les hôtels du Strip. À 7h30, à l'aéroport international McCarran, les contrôleurs aériens sont eux aussi bien occupés. Ils guident un avion de ligne en train de se poser sur la piste numéro 1. C'est l'un des 500 vols commerciaux quotidiens de cet aéroport. Ces deux terminaux accueillent 48 millions de passagers chaque année. À l'ouest de l'aéroport McCarran, une mystérieuse compagnie aérienne ne commercialise aucun billet. Elle se sert d'appareils militaires top secrets et possède son propre terminal avec sa piste attitrée. À 8h tous les matins, des employés montent à bord des Boeing 737 de la flotte. Ces avions appartiennent au ministère de la Défense et sont gérés par une société militaire privée. Les passagers ont l'interdiction absolue de divulguer des informations concernant le vol ou sa destination. Le terminal n'est connu que par son surnom, Gold Coast. Ces appareils ne portent le nom d'aucune compagnie, mais sont reconnaissables à leur ligne rouge. Ils sont surnommés Janet, car c'est le nom de code utilisé par les pilotes pour communiquer avec la tour de contrôle. Ils jouent un rôle essentiel pour l'armée américaine. Les avions de ligne ne sont pas autorisés à pénétrer en zone militaire. Le ministère de la Défense se sert de ces avions anonymes pour transporter ses employés. Certains atterrissent sur une base militaire devenue légendaire et située au nord-ouest de Las Vegas, la zone 51. Chaque matin à l'aéroport McCarran, ces mystérieux appareils décollent juste à côté du Strip. Une fois au-dessus des nuages, les pilotes changent leur plan de vol pour ne pas être repérés, suivis ou attaqués. Ce matin, ces avions militaires ne sont pas les seuls à survoler la vallée. À une dizaine de kilomètres au sud du Strip, la piste de l'aéroport Henderson semble bien tranquille. Mais ce calme ne va pas durer. Deux avions de voltige, des Extra 330, s'apprêtent à décoller. À bord de ces appareils, des passagers sont sur le point de vivre l'expérience la plus grisante ou la plus terrifiante de leur vie.
Ils vont s'envoler avec des pilotes chevronnés pour faire des figures de voltige dans le ciel du Nevada. À Las Vegas, les aventures ne manquent pas pour les amateurs de grands frissons. Mais celle-ci est sans doute l'une des plus intenses. Dès le décollage, le ton est donné. L'Extra 330 est conçu pour des acrobaties aériennes spectaculaires, pour qui sait le piloter. Construit en Allemagne, il peut atteindre la vitesse de 407 km/h. Une fois les pilotes au-dessus du lac Mead, à la frontière du Nevada et de l'Arizona, le spectacle peut commencer. Boucle, vrille, chandelle, tonneau, renversement. Les figures les plus impressionnantes sont au programme. L'expérience n'est pas toujours agréable pour les passagers. Certains s'évanouissent et supplient les pilotes de les ramener à terre. Mais pour ceux qui ont le cœur bien accroché, c'est l'occasion unique de slalomer entre les canyons du fleuve Colorado. Piloter un avion de voltige dans un paysage aussi accidenté nécessite une concentration totale. Une seconde d'inattention risquerait d'envoyer l'appareil contre une paroi du canyon. Un virage mal calculé et une aile pourrait se briser contre un rocher. C'est un loisir à haut risque. Dès le lever du jour, des centaines de personnes s'envolent au-dessus de Las Vegas par tous les moyens possibles. Il est 12h30 et ces deux tyroliennes perchées à 120 mètres de hauteur fonctionnent en continu. Elles relient deux toits d'immeubles du Rio Casino. Aujourd'hui, le Rio fait partie de la centaine de casinos construits à Las Vegas. Les plus gros et les plus extravagants se dressent le long du Strip. Cependant, les jeux d'argent n'ont pas toujours été autorisés dans la plus grande ville du Nevada. En 1909, quelques années après la fondation de la ville, le gouvernement régional vote l'interdiction du jeu dans tout l'État du Nevada. Elle reste en vigueur pendant plus de 20 ans. Quand le jeu redevient légal en 1931, de nouveaux casinos commencent à apparaître le long de la route 91, au sud du centre-ville. Cette ancienne route désertique est ensuite renommée South Las Vegas Boulevard, plus connue aujourd'hui sous le nom de Strip. L'un des plus anciens casinos de l'avenue est le Flamingo. Lorsque le célèbre parrain de la mafia, Bugsy Siegel, l'ouvre en 1946, il est considéré comme l'hôtel le plus luxueux du monde. Mais 6 mois plus tard, Siegel est mystérieusement assassiné. Ses associés le soupçonnaient de détourner l'argent du casino. Aujourd'hui, le Flamingo paraît bien petit comparé au complexe démesuré qui l'entoure. Ce sont désormais les grandes entreprises et non la mafia qui dirige la ville. Les tours du projet City Center, un immense complexe urbain de 31 hectares, ont été achevés en 2009. Le projet a coûté la somme astronomique de 10 milliards d'euros. La seule mention de Sin City évoque les casinos et le Strip. Pourtant, sur les 6 km 700 de ce long boulevard, seul un peu plus d'1 kilomètre appartient à la ville de Las Vegas. Le reste s'étire sur la commune voisine de Paradise. La municipalité de Las Vegas a bien tenté de fusionner avec celle-ci, mais en vain. Paradise est l'une des nombreuses communes de la vallée de Las Vegas. Les plus étendues sont Las Vegas même,
North Las Vegas et dans le sud, Henderson. Paradise se trouve au cœur de la vallée et son territoire inclut l'aéroport international McCarran. Bien que la plupart des hôtels et casinos du Strip se situent à Paradise, ils utilisent Las Vegas comme adresse postale. Aujourd'hui, ce nom est vendeur. Mais au milieu du XXe siècle, il était synonyme de dépravation et de vice. Las Vegas a désormais bien d'autres attraits que le jeu. Il est 13 heures au-dessus de la Grande Roue. Avec ses 168 mètres, c'est la plus haute du monde lorsqu'elle est inaugurée en 2014. Chaque cabine peut accueillir 40 personnes. Aujourd'hui, 5 professeurs de yoga se sont réunis pour donner un cours dans les airs. Cette grande roue offre une vue imprenable sur le Strip. Comme les cours durent 1 heure et les rotations 30 minutes, les élèves ont la chance de pouvoir observer Las Vegas à 2 reprises depuis son point culminant. C'est l'endroit rêvé pour s'élever spirituellement face aux montagnes du Nevada, à l'ouest de la vallée. Pour ceux qui n'ont décidément pas le vertige, une expérience à couper le souffle les attend au sommet de la tour de l'hôtel et casino Stratosphere. Elle est inaugurée en 1996. À l'origine, elle devait mesurer 550 mètres de haut. Mais elle aurait représenté un danger pour le trafic aérien de l'aéroport international à proximité. Il a fallu réduire sa hauteur de plus d'1 tiers. Aujourd'hui, avec ses 350 mètres, elle reste la tour d'observation la plus haute des États-Unis. Comme presque tous les casinos de la région, celui de la Stratosphère a connu des hauts et des bas. Peu de temps après l'ouverture, les propriétaires du casino et de la tour font faillite. 2 ans plus tard, un riche investisseur nommé Carl Icahn rachète la tour pour une bouchée de pain. De nouvelles attractions sont ajoutées, comme ce manège qui tourne dans le vide, à 274 mètres au-dessus du sol. La tour est désormais un lieu incontournable de Las Vegas, pour qui n'a pas froid aux yeux. 10 ans après l'avoir rachetée, Carl Icahn et ses associés revendent la tour, l'hôtel et le casino lors d'une transaction qui leur aurait rapporté l'équivalent de plusieurs milliards d'euros. L'établissement change à nouveau de main en 2017. Les propriétaires vont et viennent, mais une chose reste immuable. Les 30 secondes de sensations fortes qu'offre un saut du sommet de la tour. La plateforme se trouve à 260 mètres au-dessus des rues de la ville. Le Sky Jump est une expérience inoubliable et l'une des nombreuses activités accessibles aux visiteurs de l'hôtel Casino Stratosphère. Les attractions vertigineuses de Las Vegas attirent des férus d'adrénaline venus du monde entier. Mais pour beaucoup d'habitants de la vallée, l'aventure se cache dans les montagnes qui entourent la ville. Le site naturel le plus fréquenté de la région est baptisé Red Rock. À une vingtaine de kilomètres à l'ouest du Strip, se trouve une zone étonnamment sauvage. Cette longue bande de terre d'environ 800 km² constitue la réserve nationale de Red Rock Canyon. Au cœur de cette zone protégée se dresse un groupe de rochers qui donne son nom à la réserve.
C'est un site d'entraînement prisé des amateurs d'escalade. Chaque matin, avant que la chaleur du soleil ne rende la paroi impraticable, ils sont des dizaines à se mesurer à ces géants de pierre. Red Rock est beaucoup plus imposant vu du sol que du ciel. Il y a des centaines de millions d'années, cette région, comme toute la vallée de Las Vegas, était enfouie sous une mer intérieure. Au fil du temps, les carcasses d'animaux marins se sont accumulées et ont créé plusieurs couches de calcaire au fond de l'eau. Quand la mer s'est asséchée, les plaques tectoniques ont soulevé le fond océanique et formé ces reliefs surprenants. Le vent, la pluie et l'érosion ont exposé l'oxyde de fer contenu dans les couches de grès, qui s'est teinté de rouge. Aujourd'hui, les couleurs et la variété de formes de Red Rock attirent 2 millions de visiteurs par an. Elle crée un décor spectaculaire pour les grimpeurs en route vers le sommet. Aujourd'hui, 4 amis escaladent l'une des parois exposées à l'ouest. Ils vivent dans la vallée et viennent souvent s'entraîner ensemble. Mais ils ne le font pas seulement par amour du sport. C'est aussi leur métier de travailler en équipe, suspendus à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Tous les 4 passent leur journée à nettoyer les façades des casinos et des hôtels du Strip. Ils gagnent leur vie grâce à leur passion. Las Vegas est la ville de tous les possibles. Les 2 millions d'habitants de cette vallée aride dépendent des merveilles technologiques qui ont permis aux hommes de la coloniser. Quand l'horloge indique 13 heures dans le sud du Nevada, le soleil est au zénith et la chaleur caniculaire. Très haut, au-dessus de la vallée, la neige sur les sommets des montagnes Spring a déjà commencé à fondre. Avec ses 3633 mètres d'altitude, le mont Charleston est le point culminant de la chaîne. Chaque journée à Las Vegas commence ici. Sans ces montagnes et la neige qui les recouvre, cette ville ne pourrait pas exister. La neige fondue du mont Charleston et des montagnes environnantes se jette dans des aquifères, de vastes réservoirs souterrains. Cette eau descendue des montagnes permettait déjà aux tribus amérindiennes de vivre dans cette vallée il y a 10 000 ans. Quand des marchands espagnols traversent la région en 1829 pour rejoindre la Californie depuis Santa Fe, ils découvrent une oasis de verdure riche en cours d'eau et en prés verdoyants. C'est l'un de ces marchands qui donne son nom à la vallée. En espagnol, Las Vegas signifie les prés. L'arrivée du chemin de fer dans le Nevada au début du XXe siècle bouleverse à jamais le destin de la région. La population de Las Vegas grossit considérablement, tout comme ses besoins en eau. Les réserves de la ville s'épuisent rapidement et les prés verdoyants qui ont donné son nom à la vallée se transforment en désert. Lorsqu'on survole Las Vegas aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que l'eau soit une denrée rare. Sur le Strip, l'eau est partout, dans les fontaines et les piscines.
C'est notamment pour faire la fête dans ces clubs aquatiques que tant de visiteurs viennent chaque année à Las Vegas. Pour les habitants, les jours s'écoulent sans avoir l'impression de vivre en plein désert. Et notamment pour ceux qui vivent ici, parmi les immenses lacs artificiels de la banlieue de Desert Shores, construite à la fin des années 1980. Si la ville est si luxuriante aujourd'hui, c'est en raison d'une infrastructure construite dans les années 1930 par des ouvriers venus de tout le pays. À quelques mètres près, le barrage Hoover est 2 fois plus haut que la pyramide du Luxor à Las Vegas. Il est situé à une trentaine de kilomètres à l'est du Strip et surplombe à 221 mètres de hauteur le fleuve Colorado. Pour mener à bien sa construction, les ouvriers ont dû poser près de 4000 tonnes de dynamite, forer 12 km de tunnels dans les parois du canyon et couler 7 millions de tonnes de béton. Plus d'une centaine d'hommes sont morts lors de l'édification du barrage. Cependant, il est encore considéré comme l'une des plus grandes réussites de l'histoire de l'ingénierie. Sa mission est de fournir de l'électricité, de maîtriser les crues du fleuve et de permettre l'irrigation des terres agricoles. Une fois le barrage terminé, la vallée s'est remplie d'eau et le lac Mead s'est formé. C'est désormais une zone de loisirs très prisée des habitants de Las Vegas. Une oasis de fraîcheur bienvenue au milieu du désert. C'est aussi et surtout une source de vie. Dans les années 1950, des pipelines ont commencé à acheminer l'eau du lac dans la vallée. Grâce à cette nouvelle ressource, la population a pu continuer de se développer. Aujourd'hui, la région compte plus de 2 millions d'habitants, soit 7 fois plus qu'en 1970. 90% de l'eau qu'ils utilisent vient du lac Mead. L'eau du lac est désinfectée ici, avant d'être redirigée vers la vallée. Cette eau irrigue l'Anthem Country Club, situé à Henderson. Ses membres peuvent ainsi passer la journée à jouer au golf parmi les cours d'eau, les cascades et les arbres. Une proportion importante de l'eau utilisée à Las Vegas est ensuite acheminée vers des usines de traitement, puis réutilisée. Comme cette rivière d'eau usée qui retourne au lac Mead pour être recyclée. Au même moment, des millions de litres d'eau sont extraits du réservoir 24 heures sur 24 pour alimenter le cœur de Las Vegas. L'installation aquatique la plus imposante et la plus célèbre de la ville se trouve sur le Strip. Il s'agit des fontaines du Bellagio et de leur lac artificiel de 3 hectares. Elles appartiennent au casino et hôtel du même nom, qui aurait coûté l'équivalent de 1,3 milliard d'euros. Le ballet aquatique, qui a lieu plusieurs fois par jour, est un spectacle impossible à manquer. Les fontaines livrent une véritable chorégraphie savamment orchestrée. Et comme n'importe quel artiste à Las Vegas, elles doivent répéter leurs numéros quotidiennement. Elles sont entretenues par une équipe de spécialistes. Tous les matins, les techniciens sortent d'une grotte creusée dans le mur nord des fontaines. Les moteurs, les pompes et les valves se trouvent sous l'eau. Il faut plusieurs ingénieurs et plongeurs expérimentés pour leur permettre de fonctionner.
L'équipe commence par allumer les 5000 jets tout autour des fontaines pour s'assurer qu'ils ne sont pas bouchés. Cette opération peut s'avérer dangereuse. Poussé par le vent, le nuage de brume qui s'élève pourrait perturber la circulation. Les techniciens doivent plonger sous les fontaines pour accéder à l'anneau central. Ils se fraient un chemin dans le labyrinthe de structures sous-marines équipées de bouteilles d'oxygène. Une fois au centre du bassin, ils commencent par vérifier le bon fonctionnement des jets. Ils les testent à la main et individuellement. Ces jets sont à air comprimé. Il y en a 798 dans les fontaines du Bellagio, auxquels s'ajoutent 192 super-jets qui peuvent atteindre 73 mètres de haut. Mais les plus impressionnants sont les 16 jets extrêmes qui propulsent de l'eau à 140 mètres de hauteur au-dessus de la ville. Une fois l'installation contrôlée, la répétition peut commencer. Les premiers danseurs sont 200 jets robotisés sous-marins, appelés des rameurs. Chaque jour, ils répètent leur numéro par petits groupes. Les ingénieurs des fontaines du Bellagio ont voulu créer un spectacle aquatique unique au monde. Et pour cela, ils ont inventé ces rameurs. Contrairement aux autres jets, ceux-ci ne sont pas à air comprimé. Ils aspirent l'eau du lac avant de l'envoyer vers le ciel. Les rameurs peuvent effectuer une rotation à 360 degrés et sont synchronisés. Voilà pourquoi ils semblent danser au rythme de la musique. Ce lac a été construit sur le parcours de golf d'un ancien casino appelé The Dunes. Le parcours utilisait l'eau d'un puits pour irriguer ses greens. Quand le casino a été démoli pour construire le Bellagio dans les années 1990, les architectes des fontaines ont décidé d'utiliser le puits existant pour alimenter le lac artificiel. Gagner sa vie en faisant de la plongée sur le Strip est l'un des nombreux métiers hors du commun de Las Vegas. Une fois les ingénieurs sortis de l'eau, des ordinateurs prennent le relais à l'intérieur du casino. Ce soir, dès la nuit tombée, les fontaines du Bellagio vont se retrouver à nouveau sous les feux de la rampe. Contrairement à beaucoup de spectacles du Strip, celui-ci est gratuit et ouvert à tous. Grâce à la technologie moderne, Las Vegas est désormais plus verte, mais aussi plus peuplée que jamais. Pour autant, le désert du Nevada n'a pas complètement disparu. À une vingtaine de kilomètres au nord-est du Strip, au-delà de la base aérienne militaire de Nellis, s'étendent d'immenses dunes de sable, les Nellis Dunes. C'est une zone de loisirs très fréquentée par les amateurs de tout-terrain. À partir de 15 h, les pilotes se rassemblent pour partir à la conquête des dunes. Elles ont été formées par les sédiments de rivières très anciennes. Une fois les rivières asséchées, la pluie et le vent ont déplacé les sédiments et créé ces dunes de sable. Comme toutes les activités extrêmes pratiquées à Las Vegas, faire du hors-piste dans le désert présente son lot de risques. Des chercheurs de l'Université du Nevada ont récemment découvert que le sable de la zone de loisirs est naturellement riche en arsenic
et ce dans des proportions très élevées. Quand le vent souffle ou que les véhicules soulèvent du sable sur leur passage, des nuages d'arsenic se forment. Les pilotes doivent se montrer très prudents pour ne pas être intoxiqués. C'est un risque à prendre. Et la gestion du risque est devenue une habitude à Las Vegas. Au cours de son histoire, la ville a connu le meilleur, comme le pire. Dès le lever du soleil, les vainqueurs et les perdants du strip apparaissent au grand jour. Cet immense complexe en béton et acier en est l'exemple. Ce casino en construction nommé Echelon Place devait être l'un des plus grands de la ville. Le chantier est suspendu en 2008 et en 2013, le site est racheté pour en faire un hôtel de luxe. L'Echelon paraît petit à côté du complexe voisin baptisé le Fontainebleau. Cette tour rutilante a été conçue pour accueillir un casino immense, ainsi que des milliers de chambres d'hôtel et d'appartements. Même si la plupart des fenêtres ont été posées, la tour reste une coquille vide. Après avoir investi l'équivalent de 2 milliards d'euros pour construire ce site, le promoteur dépose le bilan en 2009. Le nouvel acquéreur prévoit d'achever le complexe hôtelier en 2020. Les squelettes de ces projets avortés sont impossibles à dissimuler. Tout comme l'opulence de ceux qui ont fait fortune sur le strip. Les plus grands vainqueurs ne sont pas les joueurs, mais les propriétaires de casinos. Dans l'histoire de Sin City, aucun homme ne s'est enrichi autant que Sheldon Adelson. Sa société, Las Vegas Sands, possède le légendaire Venetian et plusieurs casinos à Macao et Singapour. Début 2018, sa fortune, estimée à 32 milliards d'euros, le classe à la 21e place des personnes les plus riches du monde. Pour transporter ses directeurs dans le monde entier, la société Las Vegas Sands possède sa propre flotte de Boeing 747 stationnée à l'aéroport international. Récemment, Sheldon Adelson a acheté un immense terrain dans la banlieue de Summerlin, où il a fait construire cette maison de 4000 mètres carrés. La propriété possède notamment une immense piscine et une plage de sable. Les propriétaires de casinos ne sont pas les seuls à voir grand. Les vedettes du divertissement ne sont pas en reste. C'est le cas du chanteur Wayne Newton. Il s'est produit tellement souvent sur le strip qu'il est surnommé Monsieur Las Vegas. Grâce à sa renommée et sa fortune, il a fait construire ce ranch de 21 hectares, la Casa de Shenandoah. Wayne Newton n'y réside plus, mais ses chevaux arabes trottent encore dans les champs de la propriété. C'est désormais un musée et des visites guidées y sont organisées. De l'autre côté de la ville, la propriété de deux vedettes célèbres n'est presque jamais ouverte au public. En 1981, des magiciens allemands nommés Siegfried et Roy commencent à se produire au New Frontier Casino. Leur spectacle est un immense succès. Il sera présenté pendant 13 ans au Mirage. Il vaut aux deux illusionnistes le surnom de maîtres de l'impossible. Il leur vaut aussi de devenir milliardaires. Avec leur fortune, Siegfried et Roy font construire 2 domaines à l'ouest du centre-ville. Voici l'un d'eux, baptisé Little Bavaria, la petite Bavière. Rares sont les personnes autorisées à y pénétrer. Peu après sa construction, les félins utilisés pour leur numéro s'y promènent en toute liberté. Et les 2 hommes sont souvent aperçus nageant avec eux dans les piscines du domaine. De part et d'autre d'une maison commune se dressent 2 demeures séparées. L'une pour Siegfried, l'autre pour Roy. Au centre, ils ont fait construire une chapelle. Désormais, les seuls habitants de Little Bavaria sont des cygnes qui glissent sur les eaux bleues de la piscine et des alpagas qui broutent dans les prés. En 2003, lors d'un spectacle au Mirage, Roy est gravement blessé par l'un de ses félins.
un tigre blanc baptisé Manticore. Roy déclare que le tigre a tenté de l'aider et non de le blesser alors qu'il venait de faire une chute. En 2014, les deux illusionnistes annoncent la mort du tigre. Ceux qui font fortune à Las Vegas ont souvent la folie des grandeurs. Mais il existe quelques exceptions. L'un des entrepreneurs les plus riches de la vallée a choisi d'habiter ici, dans un camping-car. Il est midi et Tony Hsieh, le PDG d'un site de vente en ligne, organise un brunch. Après avoir vendu son entreprise en 2009 pour l'équivalent d'1 milliard d'euros, Tony Hsieh décide de quitter sa villa luxueuse pour s'installer dans ce parc de camping-car qu'il fait construire pour lui, sa famille, ses collègues et ses amis. Il encourage ses employés à exprimer leur individualité et il donne l'exemple. Il est facilement reconnaissable à son pantalon rayé et sa coupe de cheveux iroquoise. L'un des résidents du parc est un alpaga baptisé Marley. Il a donné son nom au lieu appelé Lamalopolis. Grâce à son initiative, Tony Hsieh a transformé ce quartier délabré en une petite communauté animée. Sur un parking proche, il a fait installer une sculpture géante appelée Big Rig Jig, réalisée par l'artiste Mike Ross. Conçue avec de vraies cabines de camions, la sculpture fait sensation auprès des visiteurs. Une fresque incarne le renouveau de ce quartier de Las Vegas. De son camping-car, Tony Hsieh peut se rendre au siège de l'entreprise à vélo. Il déménage ses bureaux ici en 2013, quand la ville commence tout juste à sortir d'une nouvelle crise économique. Après avoir racheté 25 hectares de terre, il lance ce qu'il appelle le Downtown Project et investit près de 300 millions d'euros de sa fortune personnelle. Au cœur du projet, un nouveau complexe commercial et de loisirs construit avec des conteneurs maritimes. À l'entrée se dresse un cinéma numérique 4K et une menthe religieuse géante en acier. L'objectif est d'attirer les touristes dans le centre historique de la ville, à l'écart du Strip. L'un des lieux légendaires de Las Vegas se trouve déjà dans ce quartier depuis des décennies. Il s'agit d'un bar, le plus ancien de Las Vegas. Son numéro de licence est 00001. Beaucoup d'habitants de la vallée ne sortent pas au casino, mais fréquentent des bars comme celui-ci. Au fil des années, l'Atomic Liquors a vu défiler de nombreuses célébrités. Barbra Streisand, Clint Eastwood et Martin Scorsese ont fait escale ici pour se désaltérer. Même son nom a une histoire. Dès 1951, le ministère de la Défense commence à faire des essais nucléaires sur un terrain situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la vallée. Régulièrement pendant plus de 10 ans, des explosions colossales font trembler cette région du désert. Le sol en porte encore les stigmates aujourd'hui. La municipalité de Las Vegas voit en ces essais un potentiel touristique et établit une liste des meilleurs sites d'où admirer les explosions. Ainsi, les visiteurs se rassemblent sur le toit des casinos, un peu partout dans la ville pour assister au spectacle. Avant l'aube, tous les regards se tournent vers le champignon rose qui s'élève au loin dans le désert. Depuis, Las Vegas est surnommée Atomic City. Aujourd'hui, les essais nucléaires ont cessé et Las Vegas a un nouveau surnom, Solar City, grâce à ce site aux allures futuristes à quelques kilomètres de la ville. Il est 15h à 35 km au sud-est du Strip. De loin,
des semi-conducteurs géants semblent avoir été soudés dans le sol du désert. En réalité, cette centrale solaire est constituée de milliers de panneaux photovoltaïques positionnés afin de capter le plus de rayons possible. Lors de leur récente mise en service, ces deux installations étaient les plus puissantes du Nevada. L'une d'elles, Boulder Solar One, est l'une des principales sources d'électricité de Las Vegas. Tous les bâtiments publics et administratifs fonctionnent ainsi à l'énergie renouvelable. Boulder Solar fait partie d'une centrale plus importante de 64 000 MW à l'extérieur de Boulder City. Pourtant, l'électricité générée ici ne suffit pas à alimenter toute la vallée de Las Vegas. Désormais, des propriétaires de casinos investissent également dans l'énergie solaire. C'est le cas de MGM. Des panneaux photovoltaïques tapissent le centre de conférence du Mandalay Bay. Mais pour l'heure, les éclairages de la ville consomment davantage d'énergie que les panneaux solaires n'en produisent. À voir la ville s'éclairer la nuit, on comprend aisément pourquoi. Dès le coucher du soleil, Las Vegas s'illumine de 1000 feux multicolores. Et le spectacle est encore plus saisissant vu du ciel. Partout sur le strip, les installations lumineuses servent à séduire, promouvoir ou simplement émerveiller. Dépourvu de ces éclairages personnalisés et sophistiqués, un casino ne ferait pas long feu à Las Vegas. Parmi les faisceaux lumineux, l'un d'eux est le plus puissant du monde. Il est 20 h et le Skybeam vient d'être allumé au sommet de la pyramide du Luxor. Ce faisceau est constitué de 39 ampoules de 7000 watts. Il est si puissant qu'il a même reçu l'appellation officielle de balise de navigation. Quand les pilotes décollent de Los Angeles à plus de 350 km de là, ils voient souvent le Skybeam une fois leur altitude de croisière atteinte. Au-dessus de la pyramide, l'air peut atteindre 250 degrés en raison de l'énergie produite. Par une nuit calme comme celle-ci, la chaleur du faisceau attire des milliers d'insectes dans l'obscurité. Ils font de cette attraction lumineuse un terrain de chasse pour les chauves-souris. Elles se rassemblent ici pour profiter de ce festin nocturne attiré par les nuages d'insectes. Elles tournoient en spirale, juste au-dessus de la pointe du Luxor. Ces chauves-souris passent la journée à dormir sous les auvents des maisons de la vallée, jusque dans les grottes de Red Rock. Quand les conditions idéales sont réunies, elles surgissent de l'obscurité par centaines et se retrouvent pour cette folle virée sur le strip. Elles restent parfois ici toute la nuit. Les chauves-souris laissent des traces de leur passage sur la façade de la pyramide. Les panneaux de verre devront être nettoyés une fois de plus, dès l'aube. Passer 24 heures à Las Vegas est une aventure riche en émotions. Que l'on brave les dunes du désert en véhicule tout-terrain,
que l'on glisse sur les sommets enneigés qui surplombent la vallée, ou que l'on s'émerveille devant les installations lumineuses du Strip, il faut toute une armée de techniciens pour faire tourner la capitale du divertissement 24 heures sur 24. Grâce à eux, Las Vegas continue d'offrir une expérience inoubliable.